Ça me fait plaisir d'accueillir Catherine Tessier, ici à Montréal. Madame Tessier est directrice de recherche à l'ONERA à Toulouse. Madame Tessier, pouvez-vous dire ce que veut dire ONERA? Oui, Office national d'études et de recherche aérospatiale. Donc, c'est un établissement qui fait de la recherche et des études dans le domaine aéronautique, spatial et défense. Et nous sommes sous tutelle du ministère des Armées en France. Merci beaucoup. Elle est référente intégrité, référente, ça veut dire quoi? Intégrité scientifique et éthique de la recherche au DRA. Madame Tessier enseigne à l'IS, ça aussi vous avez ISAE Super-Héros, oui, c'est l'école d'aéronautique une des écoles d'aéronautique de Toulouse, d'ingénieurs, une école d'ingénieurs. Très bien. Et les recherches de Madame Tessier portent sur la modélisation de cadres éthiques et sur les questions éthiques liées à l'autonomie des robots. Un thème très intéressant pour nous, même outre la question de l'éthique. Au niveau national français, elle est membre du comité national pilote d'éthique du numérique et membre du comité d'éthique de la défense. Madame Tessier a fait partie du groupe expert ad hoc de l'UNESCO en vue de l'élaboration de la recommandation relative à l'éthique de l'intelligence artificielle. Tout ça nous intéresse beaucoup ici à Montréal. On n'a pas seulement Mila ici, mais on a un séminaire continu qui est en cours de route maintenant sur cette question. Martin Gibert est là. Martin, tu m'entends? Salut. Est-ce que toi, tu es co-directeur de ce séminaire et il y a aussi Dominique Martin. Mets ton micro. Mets ton micro. Oui, moi je suis au centre de recherche en éthique, mais il y a le IVADO qui est aussi un institut, donc il y a plusieurs structures là, et Dominique et Lucas. Et on va t'entendre sous peu dans cette même série de séminaires. Merci Martin. Là, tu peux couper ton micro. Alors, avec ça, ça me fait immense plaisir de vous présenter Catherine Tessier. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Steven, de m'avoir invité à ce séminaire. Donc, je suis ravie d'être numériquement parmi vous aujourd'hui. Donc, on a convenu avec Steven que vous pouvez vous manifester durant l'exposé si vous avez des questions ou des remarques. Voilà, ce sera plus vivant que de faire toutes les questions après. Donc, n'hésitez pas. Je ne vais pas forcément surveiller la discussion. Donc, interrompez-moi et il n'y a pas de problème. À partir du moment où je vous entends, évidemment. Si je ne vous entends pas, ça sera plus dur. Voilà. Donc, éthique de l'intelligence artificielle, vous avez vu que j'ai mis des guillemets. Alors, ça n'est pas par hasard, hein, puisqu'on va beaucoup discuter de cette expression et de chacun des termes, éthique et intelligence artificielle. Et effectivement, du fait que, entre autres, j'ai participé au groupe d'experts de l'UNESCO donc pour la rédaction préliminaire du texte. J'ai vu les négociations internationales après. Je connais assez bien les textes européens également. Et donc, j'ai un regard assez critique, vous allez le voir, sur l'ensemble de textes qui parlent d'éthique et d'intelligence artificielle. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je vais commencer par une petite phrase voilà, que l'on pourrait trouver à droite à gauche, voilà, y compris dans des publications scientifiques d'ailleurs. Des véhicules autonomes conduits par des intelligences artificielles sont éthiques parce qu'un contrôle humain s'exerce à tout moment. On est reparti. Donc, je disais que voilà, ce genre de phrase, on peut la trouver à droite à gauche dans des documents. Donc, des véhicules autonomes conduits par des intelligences artificielles sont éthiques parce qu'un contrôle humain s'exerce à tout moment. Donc, ce qu'on va faire tout au long de l'exposé, c'est qu'on va montrer que cette phrase n'a aucun sens et on va expliquer pourquoi. Alors,
Donc, je suis extrêmement attachée au vocabulaire et à la terminologie qu'on emploie pour parler des concepts, pour parler des objets techniques, pour parler des techniques elles-mêmes. Et je pense qu'en tant que scientifique, il faut faire extrêmement attention aux mots que l'on emploie pour parler de nos sujets d'études. Voilà, donc je vais vous montrer sur quelques exemples pourquoi c'est très important. Alors, si on regarde la fameuse autonomie, donc on lit régulièrement dans des documents, quand on parle d'un tel véhicule, on peut lire « La conduite est déléguée à la voiture autonome, le véhicule autonome décide de faire telle et telle chose, etc. » Or là, le problème, c'est que quand on est roboticien, on sait très bien de quoi on parle. Quand on parle de robots autonomes, on sait qu'en tant que roboticien, on parle de fonctions dites décisionnelles, c'est-à-dire élaboration de situations, planification, qui sont automatisées. Et ça, c'est un vocabulaire qui est propre au domaine de la robotique. Malheureusement, le mot autonomie, pour des gens qui ne sont pas dans le domaine de la robotique, et plus généralement pour le grand public, autonomie est pris dans le sens autonomie d'un être vivant, au sens philosophique du terme, c'est-à-dire la capacité à se fixer ses propres lois, la capacité à décider de ses propres actions, etc. Or, un robot, et plus particulièrement un véhicule, ne décide de rien du tout, ne se fixe pas ses propres objectifs, etc. Un robot, c'est une machine qui est équipée d'un ordinateur qui va faire des calculs. Voilà, donc, il n'y a pas de décision au sens humain ou plus généralement animal du terme. Donc, j'aime bien cette citation du regretté Jean-Paul Lomond, donc, qui était un roboticien connu, voilà, et qui lors d'un discours prononcé à l'Académie des sciences en 2021 en France, a dit « Une machine autonome, en fait, c'est une machine automatique dans son milieu. » Voilà. Donc, en fait, il faut bien retenir que dans un robot, et en particulier dans un véhicule, il est question de fonctions qui sont automatisées. Voilà. Et donc, tout ça, c'est basé sur des calculs réalisés à partir de données captées par des capteurs dans l'environnement, des algorithmes, etc., etc. De même, on peut lire que la machine ou le véhicule prend des décisions, décide d'eux, etc. Encore une fois, c'est faux. Une machine ne prend pas de décision, une machine ne décide de rien du tout. Ce qu'on appelle les décisions, c'est-à-dire des calculs qui portent sur des actions à réaliser par la machine, sont calculés, encore une fois. De la même façon, on peut voir employer le mot « délégué ». Alors là aussi, c'est dangereux puisque, en fait, le mot « délégué » concerne des organisations humaines. Lorsqu'une organisation humaine délègue quelque chose à une autre organisation humaine, il s'agit de transférer à cette autre organisation humaine des tâches ainsi qu'une partie de responsabilité vis-à-vis de la réalisation de ces tâches. C'est tout à fait différent pour une machine. Évidemment qu'on peut affecter des tâches à une machine, mais en aucun cas, on va transférer des responsabilités à cette machine. Une machine, c'est un objet, elle n'a pas de responsabilité. Voilà. Donc là aussi, le mot délégué peut être mal compris lorsqu'on l'utilise pour une machine. Alors, un autre mot intéressant à considérer, c'est le mot intelligence. Donc, on voit partout aussi des machines dites intelligentes. Et puis, surtout, alors, le fameux vocable intelligence artificielle. Donc, on lit, en particulier dans les textes internationaux, une intelligence artificielle digne de confiance. L'intelligence artificielle prend des décisions. On apprend à une intelligence artificielle, etc. etc. Bon. Alors, la première chose, bien sûr, ça, les scientifiques le savent, mais
quand on s'éloigne du milieu scientifique et qu'on parle au grand public, des personnes peuvent croire que l'intelligence artificielle, c'est une intelligence qui serait artificielle. Ben non, non, l'intelligence artificielle, ce n'est pas une intelligence qui serait artificielle, c'est une discipline scientifique qui est fondée largement sur les mathématiques. Bon, remplaçons intelligence artificielle par mathématiques, on ne pourrait pas dire les mathématiques prennent des décisions, on apprend une mathématique, enfin, ça serait très bizarre. Bon. Alors pareil pour apprendre, hein, alors bien sûr on parle d'apprentissage machine, donc l'apprentissage machine c'est un ensemble de techniques fondées essentiellement sur des probabilités, sur des corrélations qui sont faites entre des données, et ça n'a qu'un lointain rapport, pour ce qu'on en sait, avec l'apprentissage chez les êtres vivants, hein, qu'il s'agisse de l'animal ou de l'humain. Donc là encore, il y a un vocable qui peut faire croire que la machine apprend au sens où un être vivant apprend. Non, la machine fait des calculs fondés sur des corrélations, sur des probabilités. Bien, donc tout ça pour arriver à l'idée qu'il faut, et c'est notre rôle en tant que scientifique, hein, éviter autant que possible l'anthropomorphisme. Pourquoi? Parce qu'en utilisant le même vocabulaire pour les machines, pour les calculs, pour le numérique de manière générale et pour les êtres vivants, eh bien, on peut susciter des fantasmes, créer des attentes qui ne correspondent pas du tout à ce que font les machines, et à l'inverse des craintes, beaucoup de confusion et des erreurs de raisonnement. Y compris d'ailleurs. Une question? Oui. Question de définition. Qu'est-ce que c'est qu'une machine? Une machine, c'est un objet. Objet. Est-ce que les animaux sont des machines? Non, ah non, les animaux ne sont pas des machines. Les animaux sont des êtres vivants. Une mais machine, les animaux sont des objets aussi. Là. Les objets, c'est juste... Alors attention, parce que ce sont des choses, enfin en France en tout cas, au sens juridique du terme. Mais, oui. mais ce sont des êtres vivants, hein, doués de sensibilité, etc. Donc, là, je ne parle pas du sens juridique du terme. Hein. Une machine, c'est un objet. Tout simplement biologiquement. Les objets, c'est du matériel. Il y a exactement. D'accord. Y compris les organismes. Voilà, ce n'est pas un organisme vivant. Alors après, évidemment, il y a des recherches sur l'hybridation entre des organismes vivants et des calculateurs. Bon, je ne suis pas sur ce terrain-là pour le moment. D'accord, on va reprendre ça. Je voulais éclairer un petit peu la distinction que vous avez faite au tout début. Oui. Comme s'il y avait un ensemble de choses pour lesquelles c'est correct de dire qu'ils sont intelligents, dans le sens cognitif du mot, et un ensemble de choses pour lesquelles ce n'est pas correct. Et je n'ai pas saisi ce qui est la différence entre ces deux ensembles, sauf le constat que c'est correct ici, ce n'est pas correct là. Qu'est-ce qui est derrière ça? Il est derrière ça que une machine, même si elle contient un ordinateur, elle n'est pas vivante, donc elle ne peut pas être intelligente au sens où on l'entend pour un être vivant, pas plus qu'une table ou une chaise. On ne dirait pas qu'une table est intelligente, enfin, je ne crois pas. Donc c'est pareil pour un robot, il n'est pas plus intelligent qu'une table. Par contre, il est équipé d'un ordinateur et de différents capteurs qui effectuent des calculs, ça oui. J'ai interrompu trop longtemps, Pierre, que ça soit court, cette interruption, vas-y. En fait, proposer que peut-être on peut s'entendre pour définir la machine comme étant un artefact non biologique. Oui, oui, c'est ça. Dans l'état actuel des choses, hein, parce qu'encore une fois, il y a des recherches à l'heure actuelle sur l'hybridation entre des cellules et des morceaux d'ordinateur. Donc là, ça va devenir compliqué. D'accord, alors passons Catherine. Voilà, donc je parle là d'un robot, disons, conventionnel ou même d'un véhicule, etc., qui est un objet. Voilà.
Donc, la recommandation, c'est d'utiliser un vocabulaire adéquat qui ne personnifie pas les objets et de plus qui ne projette pas d'aspects moraux sur les machines et qui ne place pas l'analyse humaine, qui est complexe, qui est encore pour une bonne part mystérieuse, sur le même plan que des calculs, qui sont par ailleurs conçus par l'humain d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc, ça n'est pas du tout du même niveau. Donc, dans notre avis relatif aux véhicules autonomes, entre guillemets, nous avons au Comité national pilote d'éthique du numérique recommandé de ne pas utiliser le vocable véhicule autonome et de remplacer par l'expression véhicule à conduite automatisée. Et d'ailleurs, ça a déjà été pris en compte au niveau des dispositifs gouvernementaux en France. Voilà, petit à petit, le vocabulaire évolue. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Bien. Alors, si on revient au sujet du jour, après avoir précisé ces éléments de vocabulaire, donc les textes relatifs, entre guillemets, donc, à l'éthique de l'intelligence artificielle, donc il y en a énormément. Donc, Stanford en avait recensé environ une centaine de textes qui parlent d'éthique et d'intelligence artificielle. Donc, vous êtes bien placé pour savoir qu'il y a eu donc un texte un peu fondateur qui est la Déclaration de Montréal en 2018. Et puis, j'ai noté là la recommandation de l'OCDE. Bien sûr, en haut à droite, donc le texte qui a été adopté en novembre 2021 par l'UNESCO, donc recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Et puis en bas, donc, je vous ai mis donc, des choses qui évidemment vous concernent un petit peu moins, mais qui au niveau de l'Europe sont très importants. Donc un certain nombre de textes, disons, préparatoires, préparés par un groupe d'experts dits de haut niveau donc, sur l'intelligence artificielle. Un certain nombre de textes du Parlement européen, etc., qui aboutissent à un projet de réglementation donc, européenne au sujet de l'intelligence artificielle. Donc, le projet a été publié en avril 2021. Il est actuellement en discussion, donc il y a un certain nombre d'itérations des différentes parties prenantes, des différents organismes qui sont censés itérer sur ce texte, mettre des amendements, etc. Et si tout va bien, normalement, un texte définitif devrait être publié 2023-2024 pour une mise en œuvre en gros 2 ans plus tard. Et là, ça devient une réglementation, c'est-à-dire ça devient obligatoire. Ce ne sont plus des recommandations, mais ce sont des obligations. Voilà. Donc après, il y a plein de choses qui peuvent être discutables dans ce texte, mais en tout cas, ça sera un peu comme le règlement général sur la protection des données au niveau européen, ça sera quelque chose qui deviendra obligatoire et s'appliquera à tout le monde. Bien, alors, dans cette pléthore de textes, là, donc, il est question d'intelligence artificielle. Alors, de quoi on parle finalement dans ces textes? Alors, c'est intéressant de regarder parce que dans tous ces textes, l'intelligence artificielle est en général bien définie dans les premiers articles de ces textes. C'est-à-dire, donc je vous ai mis en illustration là, les différentes branches de l'intelligence artificielle, qu'il s'agisse de techniques, de domaines applicatifs, etc., que propose l'Association française pour l'intelligence artificielle. Donc, en général, on a bien tous ces aspects qui sont définis et bien définis en préambule de ces textes. Mais au fur et à mesure où on avance dans la lecture de ces textes, on s'aperçoit que l'intelligence artificielle est réduite finalement à tout ce qui concerne l'apprentissage machinique, qui n'est qu'une partie de l'intelligence artificielle. Et puis, en plus, ça n'est pas dit qu'on restreint donc ces textes finalement aux questions posées par l'apprentissage machine. En plus, de quel type d'apprentissage il s'agit, suivant l'apprentissage, s'il est supervisé, pas supervisé, etc., ça va poser des questions différentes, totalement différentes. Bien. Alors, tant et si bien qu'il y a un certain nombre de chercheurs historiques en intelligence artificielle qui... Donc, Luke Steels en est un, mais il y en a plusieurs, hein, qui ont tendance à dire on devrait peut-être cesser de parler d'intelligence artificielle.
et plutôt de préciser de quoi on parle exactement. C'est-à-dire de quel type de technique on parle, c'est-à-dire comment on réalise les fonctions. Est-ce que c'est à partir de logique? Est-ce que c'est à partir de données? De quelles données? Est-ce qu'on fait est-ce qu'on calcule des probabilités? Est-ce qu'on fait de l'inférence, etc., etc. Voilà, de quel type de technique? Ensuite, à quoi on applique cette technique? C'est-à-dire pour réaliser quelle fonction? Quelle tâche? Donc c'est le quoi. Par exemple, est-ce qu'on réalise de la planification avec ces techniques ou est-ce qu'on réalise des opérations de reconnaissance, ce qui ne pose pas évidemment les mêmes questions. Voilà, donc quelle fonction, quelle tâche. Et puis enfin, dans quel contexte on va mettre en œuvre ces fonctions ou cet ensemble de fonctions et avec quelles propriétés attendues on va mettre en œuvre ces fonctions. Par exemple, est-ce que c'est dans un contexte très fermé, très particulier, pour une fonction bien précise, ou est-ce que c'est dans la rue, par exemple, qui est un contexte ouvert où il peut se passer n'importe quoi? Bien. Alors ça, c'était pour la question de l'intelligence artificielle. Alors après, donc, ces textes parlent d'éthique. Alors là, c'est là que ça se corse un peu. Donc là, pareil, on lit des choses bizarres. Intelligence artificielle qui serait éthique. On lit certificat européen de conformité éthique des systèmes d'intelligence artificielle, éthique par conception, etc., etc. Donc toutes choses qui ont des sens éminemment discutables. Alors, j'aime bien aussi revenir aux définitions. Qu'est-ce que c'est que la définition fondatrice de ces termes-là? Donc, j'ai pris le dictionnaire de l'Académie française là, dans son édition actuelle, et on regarde, et d'ailleurs tous les dictionnaires français vont dire la même chose, hein, on regarde à l'entrée éthique, donc éthique utilisée comme nom, donc on parle de l'éthique, donc le sens premier, donc le tout premier sens, c'est une réflexion. Donc il s'agit d'une réflexion qui est relative aux conduites humaines et aux valeurs morales, évidemment, aux valeurs qui les fondent, menées en vue d'établir une doctrine, une science de la morale. Deuxièmement, c'est l'ensemble des principes moraux qui s'imposent aux personnes qui exercent une même profession, qui pratiquent une même activité. On parle par exemple de l'éthique médicale. Bien. Donc ça, c'est le non-éthique, l'éthique. Ensuite, il y a l'adjectif. Donc l'adjectif veut dire, et veut uniquement dire en français, qui a rapport aux conduites humaines et aux valeurs qui les fondent. Donc on parlera de valeurs éthiques, des préceptes éthiques, des jugements éthiques. Bien. Donc, ça signifie qu'on fait un certain nombre de contresens en utilisant le mot éthique à tort et à travers. En particulier, un objet, une machine, un logiciel et même une personne d'ailleurs ne peut pas être éthique. Donc, si je reviens à la planche précédente, je rappelle que éthique, l'adjectif, en français, veut dire uniquement qu'il y a rapport aux conduites humaines et aux valeurs qui les fondent. Donc, si on dit un système de reconnaissance faciale éthique, ça voudrait dire un système de reconnaissance faciale qui a rapport aux conduites humaines et aux valeurs qui les fondent, donc ça ne veut rien dire. D'accord ? Bien. Alors, d'où ça vient, cette confusion? En fait, ça vient d'une mauvaise traduction de ethical en anglais. Alors, il se trouve qu'en anglais, ethics et ethical ont des sens différents du français. Et c'est ça qui, évidemment, prête à confusion, puisqu'on a tendance à retraduire en français avec le sens anglais. Donc, en anglais, on retrouve les sens français, donc relating to ethics, ethical theories, donc pas de problème, involving or expressing moral approval or disapproval, ethical judgments, pareil, c'est le même sens qu'en français. Par contre, il y a un troisième sens qui n'existe pas en français, qui est un sens de conformité. Donc, le ethical en anglais veut dire conforming to accepted standards of conduct, et on dira ethical behavior. Et donc, c'est de là que vient la confusion en français, finalement. D'autant plus que la conformité d'un objet à des standards, donc quel qu'il soit, qu'il s'agit de législation, de loi, de normes, etc., ne relève pas de l'éthique. Il s'agit de législation, de normes, etc., et de conformité. D'accord ? Voilà. Donc, encore une fois, l'éthique est une réflexion. Voilà, il ne s'agit pas d'une conformité.
C'est une réflexion qui est continue, toujours en mouvement, c'est-à-dire qu'on ne fait pas la réflexion à un moment donné et puis hop, on va s'arrêter, c'est terminé, c'est bon, on a réfléchi et puis on s'arrête. Non, ça doit être toujours en mouvement au fur et à mesure où l'objet technique éventuellement va évoluer ou va être placé dans un contexte différent. Et surtout, l'éthique a affaire avec des dilemmes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un dilemme? C'est une situation où, en fait, il va y avoir des valeurs ou des principes en conflit les uns avec les autres. Ils ne vont pas tous pouvoir être satisfaits en même temps. Donc, ça signifie que dans une telle situation, si on doit prendre une décision, eh bien, il y aura forcément des choses qui ne seront pas conformes, entre guillemets. D'accord? Donc, on voit que là, effectivement, l'éthique, c'est une réflexion qui a affaire avec des situations où, in fine, tout ne va pas être conforme. Donc, ça ne va pas avec le sens ethical, qui est un sens de conformité. D'accord? Est-ce que vous avez des remarques ou des questions par rapport à ça? J'ai une question. Oui, vas-y. Est-ce qu'on n'a pas un équivalent du terme ethics ou ethical en français? Parce que la langue française est en général plus riche. Ça dépend. Il y a le terme de conformité. Il faudrait expliquer conformité à quoi. Alors, on pourrait dire conformité à des principes moraux, conformité à une loi, à des normes, etc. Mais on n'a pas l'équivalent, effectivement. Et on est embêté. C'est pour ça que par simplification, finalement, on dit c'est éthique, c'est pas éthique. Sauf qu'en fait, ça n'a pas de sens. Quoi. Merci. Je continue? Oui. Juste une question, s'il vous plaît. Oui. Donc, si j'ai bien compris, en anglais, c'est correct de dire que l'IA, l'éthique de l'IA, et en français, c'est pas logique, c'est ça? Alors, si, on peut parler de l'éthique de l'IA, c'est-à-dire une réflexion sur les valeurs, etc., concernant l'intelligence artificielle. Là, il n'y a pas de problème, s'il s'agit bien d'une réflexion. Par contre, si on parle de conformité, d'algorithmes, de machines, de fonctions, etc., ça ne relève pas de l'éthique au sens français du terme. Oui, donc ça relève de la conformité à des normes, etc. Voilà. D'accord. Donc, il faut vraiment avoir une précision pour dire l'éthique de côté conformité ou quelque chose. Donc, il faut ajouter ce détail. Donc, il ne faut pas dire que l'éthique de l'IA. Voilà, parce que sinon, ça va être très restrictif et en fait, on va enlever le côté qui embête tout le monde, c'est-à-dire le côté réflexion, qui est la base de l'éthique, en fait. L'éthique, c'est vraiment une réflexion. Si on restreint l'éthique au sens anglo-saxon, qui est une conformité, on a toujours fait ça. Hein. Regardez la conformité d'objets, vérification, validation, etc., certification. Voilà, il n'y a rien de bien nouveau là-dedans. Et on se dispense un peu de la réflexion. Or, on a des objets techniques qui nous posent des problèmes où il convient de réfléchir, surtout avant de les utiliser. Peut-être une petite intervention, pardon. Moi, j'ai l'impression que quand les gens disent intelligence artificielle éthique, puis vous avez raison qu'il y a c'est pas la même chose en anglais ou en français, mais quand les gens disent ça en français, ce qu'ils veulent dire, c'est une intelligence artificielle moralement bonne ou moralement acceptable. Nous, au Québec, en général, on ne fait pas la différence éthique-morale d'ailleurs, mais Alors, et ils ont besoin une intelligence artificielle, ça ne veut rien dire. On parle de quoi? On parle d'un programme, on parle d'une fonction, on parle d'une application, on parle de quoi? Ça ne veut rien dire de manière générale. C'est comme si on disait une mathématique éthique, quoi. Ça veut dire quoi? Un système donné. Un système donné, oui. Alors, un système donné, voilà. Il faudrait d'une part réfléchir, ce qui serait le vrai sens de l'éthique, et d'autre part, regarder si effectivement ce système satisfait un certain nombre de bonnes propriétés. Et alors, à ce moment-là, il faut bien un adjectif pour le qualifier, quoi. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça satisfait la propriété? Mais on va revenir là-dessus dans le suite de l'exposé. Est-ce que ça satisfait la propriété d'équité, par exemple, est-ce que c'est est-ce qu'il y a un contrôle humain, etc. Donc, est-ce qu'il y a un certain nombre de propriétés qui sont vérifiées? Mais ça ne relève pas de l'éthique. Voilà. Alan, pose ta question. Oui, moi, je voulais juste faire un commentaire par rapport à la définition 2. Un instant. S'il te plaît, mets ta tête quand tu poses la question. Pardon. Me voici. Alors, je regardais
la définition 2 qui parle de involving or expressing moral approval or disapproval. Donc ici, c'est très proche de la définition 3 où quand on parle de quelque chose d'éthique, on dit qu'on pense que moralement, ça se conforme à un principe moral correct. Un principe moral, mais quand on regarde les textes, en fait, il n'y a pas tellement de principes moraux. Ce sont des propriétés d'équité, des propriétés de sécurité, de sûreté, etc. Des choses qui, alors, éventuellement, vont avoir des principes moraux, mais pour la plupart, non. En fait, il s'agit de standards. Et d'autant plus que, comme l'Europe évolue vers une réglementation, on va être en plein dans la loi. On ne sera plus du tout dans l'éthique. Hein. Oui, mais si on pense à justement une certaine propriété, la propriété, c'est une façon d'opérationnaliser un principe moral. C'est sûr qu'on ne peut pas dire une machine qui est kantienne, mais on va dire… Oui, non, mais c'est ça le problème. On ne pourra pas dire la machine est kantienne. Par contre, un certain nombre de propriétés qu'on peut vérifier, valider, etc., oui, mais on s'éloigne du principe. Enfin, je veux dire… D'accord. Et est-ce qu'on peut aussi revenir au slide précédent sur la définition française de éthique? Donc ici, il n'y a rien qui soit… OK, alors là, c'est le côté moral, c'est dans les valeurs qui fondent la conduite humaine, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Ensemble des principes moraux. Voilà, et ouais. Donc, quelque part, l'adjectif, il a quand même un lien avec la charge morale de quelque chose. Ah oui, bien sûr, oui, bien sûr. Bien sûr. Mais il ne s'agit pas, vous voyez bien qu'il ne s'agit pas de conformité. Enfin, c'est pas… Conformité à des standards, hein, sachant que les valeurs, ce ne sont pas des standards. Au sens de normes I3E, par exemple, ce n'est pas ça. Hein. En effet. Voilà. En effet. OK, merci, je ne vais pas interrompre plus que ça. Bien, alors, on va regarder d'un peu plus près ce qui est dit dans ces textes et on va voir qu'en fait, il y a pas mal de contradictions, de tensions et de paradoxes dans ces textes. Alors, d'abord, quelques exemples de tensions. Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est que les textes internationaux évoquent peu, voire pas du tout, que les principes et exigences qu'ils énoncent ne peuvent pas être simultanément satisfaits. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de propriétés qui sont énoncées en disant, ben voilà, nos systèmes d'intelligence artificielle, ils doivent vérifier ces propriétés-là, sans dire que ces propriétés sont éventuellement contradictoires les unes avec les autres. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir les satisfaire simultanément. Et c'est justement là que ça devient intéressant parce qu'on va être dans des situations de dilemme par rapport à ça. C'est-à-dire, ben, mon système, il ne va pas pouvoir satisfaire simultanément, par exemple, le fait d'être précis et le fait de protéger la vie privée. Et c'est justement là un des fondements de la réflexion éthique. C'est-à-dire, on a des principes ou des valeurs qui sont en tension. Et donc, ben, quelle décision on prend dans ces situations de tension ? Donc là, j'en ai listé un certain nombre. Par exemple, il est dit un peu partout, hein, dans tous les textes, que les systèmes doivent être transparents. Alors, d'abord, il faut s'interroger, ça veut dire quoi transparent? Ça peut vouloir dire plein de choses. Hein. Les systèmes doivent être explicables, c'est pareil, explicable, ça veut dire quoi? Quel type d'explication? Pour qui on explique? Comment? Etc. Ils doivent être prédictibles. Bon, très bien. Et tout ça, c'est en tension avec la sécurité des systèmes. Si on peut voir au travers des systèmes, si on explique tout ce qu'ils font et s'ils sont absolument prédictibles, dans certains domaines, ça n'est pas souhaitable, tout ça. Bien, donc là, il y a une tension. Je ne vais pas tout lister, hein, mais de même, on demande à ce que ces systèmes soient précis. Donc, si je prends l'exemple d'un système de reconnaissance faciale, un système de reconnaissance faciale absolument précis, qui ne ferait jamais aucune erreur, etc., irait à l'encontre, évidemment, de la protection de la vie privée, puisqu'on serait sûr que chacun et chacune d'entre nous serait reconnu absolument sans erreur. Donc, est-ce que ça, c'est souhaitable? Alors, dans certaines applications, certainement. Dans toutes les applications, peut-être pas. Donc, si je saute à la fameuse autonomie, entre guillemets, des robots, hein, des machines, ou l'aide à la décision que peuvent fournir ces machines, eh bien, c'est en tension aussi avec l'autonomie, la vraie aussi, hein, même l'autonomie de l'opérateur
ou de l'utilisateur, puisque plus la machine va avoir de capacité d'aider l'opérateur, plus l'opérateur va s'en remettre à ce que dit la machine, et donc va perdre certainement de sa propre autonomie de décision. Donc, il va être influencé par la machine. Donc, on retrouve là, juste en dessous, plus on va augmenter les capacités de l'objet, plus on peut se poser la question de la préservation des compétences humaines. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs sur des exemples très simples, hein, qui maintenant connaît les numéros de téléphone de ses proches par cœur. Assez peu de personnes finalement, puisque tout est enregistré sur nos téléphones, etc. Et donc, on n'a plus besoin de connaître par cœur des numéros de téléphone. Alors, est-ce que c'est grave? On peut se poser la question, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave? Mais c'est un fait, en tout cas. Bien, donc il y a un certain nombre de tensions entre les principes et les exigences qui sont exposées dans ces textes. Et malheureusement, les textes ne disent pas, ou très peu, qu'on ne pourra pas satisfaire simultanément ces principes et exigences. Donc ça, c'est vraiment un problème. La deuxième chose, c'est que dans ces textes, il y a aussi des paradoxes. Donc, on peut lire, à un moment donné, dans ces textes, en particulier le texte de l'UNESCO est très intéressant de ce point de vue-là, que les systèmes d'intelligence artificielle, par exemple, doivent respecter des principes. Bon, et puis, un peu plus loin dans le texte, il est noté que ces mêmes systèmes d'intelligence artificielle constituent une menace pour ces mêmes principes. Pareil, on peut lire qu'ils doivent être conçus pour satisfaire un objectif et par ailleurs qu'ils contribuent à menacer. Donc là, j'ai pris l'exemple du fameux véhicule à conduite automatisée, dont l'un des objectifs affichés, c'est de réduire les inégalités, en particulier de permettre à des personnes qui ne peuvent pas conduire, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des enfants, etc., de pouvoir bénéficier d'un véhicule. Mais dans le même temps, ce type de véhicule, en l'état actuel en tout cas, va certainement contribuer à exacerber ces inégalités, parce que ces véhicules, si on considère des véhicules personnels, vont être de toute façon très chers, réservés certainement à des citadins, vu la difficulté de déployer des infrastructures, en particulier en milieu rural, etc. De la même façon, il est mis en avant que ce type de véhicule peut renforcer les capacités humaines, mais d'un autre côté, ces véhicules étant à conduite automatisée, peut-être qu'il y aura des endroits bien déterminés où ces véhicules vont circuler, suivant un itinéraire bien déterminé, dans des endroits où il y aura des infrastructures, etc. Donc, les choix seront contraints. Enfin, et non des moindres, il est affiché aussi que ce genre de véhicules, parce qu'ils seront électriques, vont contribuer à lutter contre le changement climatique. Mais d'un autre côté, beaucoup d'études montrent que du fait des équipements, du fait que ces véhicules sont plus lourds ou vont être plus lourds que les véhicules actuels, etc., eh bien, ils vont contribuer à affecter les écosystèmes et le climat. Voilà, donc il y a des paradoxes qui apparaissent dans ces textes et donc il faut aussi prendre en compte. Excusez-moi. Oui. Oui. J'ai l'impression que oui, ces paradoxes, ça a du sens, mais ça marche aussi pour les humains, c'est-à-dire quand on rajoute un service, disons un chauffeur que je peux avoir tout le temps, c'est aussi pas accessible à tout le monde, c'est-à-dire c'est bien sûr. accessible qu'aux riches, enfin bref, ça rajoute aussi le carbon footprint de la personne qui l'utilise. Enfin, je veux dire, c'est pas, ce genre de paradoxe n'est pas seulement lié aux machines, c'est aussi lié aux humains. Parce qu'on essaie un peu d'imiter ce que font les humains, on va avoir à peu près les mêmes symptômes, entre guillemets, de ce qui se passe dans les deux. Est-ce que vous dites ça dans le sens c'est mauvais ou c'est juste pour... Non, je ne dis pas si c'est bon ou mauvais, je fais un constat simplement. Et alors, ce que vous dites, c'est totalement vrai. Ce qu'il y a, c'est que dans les textes, ça apparaît, quoi. Quand on lit en détail les textes, on dit, attendez, il y a des choses qui ne vont pas là. Et c'est écrit. Donc, comment on résout ces paradoxes? On ne sait pas trop, finalement. Ok. Bon, bien, alors, je vais prendre un exemple que je connais plus particulièrement, puisque c'est plus mon domaine, qui est celui du principe du contrôle humain. Donc là il y a une convergence donc des textes
internationaux, un consensus, disons, international sur le principe de contrôle humain, je mets des guillemets parce que c'est l'expression qui est écrite dans ces textes, hein, des systèmes d'intelligence artificielle. Alors, pour être plus précise, je vais prendre, alors je suis désolée, c'est un texte européen, mais bon, ça reste générique hein, quand même. Je vais prendre ce qui est écrit dans la version, disons, de 2021, bon, qui a dû évoluer depuis, mais on n'a pas les versions intermédiaires, là, du projet de réglementation européenne concernant l'intelligence artificielle. Donc, il y a un chapitre, enfin, il y avait un chapitre à l'époque, en 2021 en tout cas, un article, l'article 14, qui concernait le contrôle humain, donc des systèmes d'intelligence artificielle. Donc, voilà ce qu'il y a décrit. Donc, pour définir ce contrôle humain. Donc, il est exigé, finalement, que l'humain puisse appréhender totalement les capacités et les limites du système d'IA. Alors, question, qu'est-ce que ça veut dire totalement ? Ça veut dire que l'humain, donc qu'il soit même l'utilisateur lambda, est capable d'appréhender totalement les capacités et les limites du système d'IA. Pas possible. L'utilisateur, ce n'est pas le programmeur, il ne sait pas ce qu'il y a dedans. Voilà. Bon. Deuxièmement, avoir conscience d'une éventuelle tendance à se fier automatiquement ou excessivement aux résultats produits par un système d'IA, donc les biais d'automatisation. Donc ça, c'est une contradiction flagrante, puisque à partir du moment où on est soumis à un biais, en particulier le biais d'automatisation, eh bien, on ne s'en rend pas compte, justement. Donc, c'est un peu contradictoire de dire qu'il faut avoir conscience d'un biais dont on, par définition, on n'a pas conscience, justement. Voilà. Donc là aussi, il y a une contradiction là-dedans. Être en mesure d'interpréter correctement les résultats du système d'IA. Alors, qu'est-ce que ça veut dire interpréter correctement? Voilà, là encore, ça n'est pas très bien précisé. Être en mesure de décider dans une situation particulière de ne pas utiliser le système d'IA ou de négliger, passer outre ou inverser le résultat fourni par ce système. Donc là, c'est très bien de l'écrire. Après, imaginons un professionnel dans le domaine médical, par exemple, qui dispose d'un système d'aide au diagnostic basé sur un système dit d'intelligence artificielle et qui décide de passer outre les résultats fournis par ce système. Et imaginons qu'il se trompe, ce faisant. Comment, devant un juge, ça se défend, ça? C'est-à-dire, voilà, il explique, ben non, je n'ai pas suivi ce qu'a recommandé le système d'intelligence artificielle parce que mon intime conviction, c'était autre chose. Et du coup, j'ai fait une erreur. Et donc, voilà, on se retrouve dans une situation qui est délicate pour la personne. Donc, c'est bien d'être en mesure de décider, de négliger, etc. Mais qu'est-ce qui se passe après? Donc, là, il n'est pas question dans la phrase, en tout cas, de responsabilité. Donc, ces principes, ces phrases, en tout cas, restent d'une part très générales, puisque ça s'applique à n'importe quel système d'intelligence artificielle, et puis d'autre part, comportent des choses qui sont quand même discutables d'un point de vue scientifique et pratique. Voilà. Donc, je ne sais pas si le texte va rester en l'état, mais s'il reste en l'état, ça va être un petit peu compliqué de l'appliquer. Petite question, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que par contrôle humain, on présuppose ou on laisse entendre qu'il y a une garantie éthique? Alors, c'est bien là le problème. Non, puisque, alors, ce qui pourrait être considéré comme une espèce de garantie, c'est le fait qu'il y ait un contrôle humain. Mais ça ne veut pas dire que le contrôle humain garantit que le système humain-machine va fonctionner correctement. D'accord? Vous voyez la nuance? Tout à fait. Voilà. Donc, bon. Mais je crois que… Alors, justement, c'est un peu la réponse à votre question, là. Cette notion est éminemment plurielle. Donc, suivant les textes, elle prend différentes formes. Il y a même plusieurs formes des fois dans le même texte. Alors, effectivement, comme vous venez de le dire, il y a le vocable garantie humaine qui prête vraiment à confusion. Donc, c'est ce que vous venez de dire. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, garantie humaine? Ça veut dire qu'on garantit qu'il y a un humain. Ça veut dire qu'on garantit que parce qu'il y a un humain, alors forcément, ça fonctionnera bien, ce qui est faux, d'accord?
Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Voilà. Donc ça, c'est pas très clair. Il est question de validation par un humain, mais est-ce que l'humain valide, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va forcément dans le sens du résultat de la machine? Ça veut dire quoi exactement? Attribution de la capacité de décision finale à l'humain. Alors là, c'est pareil, l'humain, il peut se tromper. Donc, est-ce que même s'il se trompe, on lui attribue la capacité de décision finale? Ce n'est pas forcément une bonne chose. Hein. Parfois, il vaut mieux laisser la main à la machine. Là. Supervision, donc supervision du système. Possibilité de correction et d'arrêt. Donc, ça signifie que l'humain serait capable de déterminer que la machine ne fournit pas le bon résultat. Et donc, voilà, sur la base de quoi, finalement? Reprise en main de l'humain par la machine, etc. Donc, il y a différents vocables qui impliquent tout un tas de choses, en particulier dans le domaine des facteurs humains, d'ailleurs. Il y a une question. Oui. Peut-être un commentaire. Si on se base en matière de conduite autonome, sauf erreur de ma part, s'il doit y avoir un accident, ni le constructeur, ni le développeur qui a implanté des algorithmes ne peuvent être tenus responsables. Ah si. OK. Enfin, au sens de la législation française en particulier, oui. Alors après, je ne sais pas comment c'est ailleurs. Hein. Ah oui, heureusement que oui. Je croyais qu'en pratique, la faute incombait à l'utilisateur, donc la personne qui se trouve dans la voiture, puisqu'elle a justement la dernière possibilité d'arrêter le véhicule qui va provoquer l'accident. Voilà. Donc, alors, je ne pense pas. D'ailleurs, il y a eu des affaires, en particulier en France, liées aux régulateurs de vitesse, il y a quelques années maintenant, des régulateurs de vitesse qui s'étaient bloqués. Et en fait, la responsabilité finale n'a pas été attribuée au conducteur, ça a été attribué au constructeur de la machine qui n'avait pas fait ce qu'il fallait pour rendre son régulateur de vitesse sûr de fonctionnement. Voilà. Alors, on peut se poser la question, lorsqu'on parle de contrôle humain, quel que soit le vocable utilisé, qui est cet être humain? Parce que ça non plus, ça n'est pas précisé. Parce que ça peut être des personnes avec des qualifications tout à fait différentes. Ça peut être une personne qui n'y connaît absolument rien à la technique et qui est simplement utilisateur du système. Ça peut être un professionnel qui utilise le système, un opérateur de robot, par exemple. Donc, qui est cet être humain, finalement, et quelles qualifications il doit avoir? Ensuite, comment il va exercer ce fameux contrôle? Est-ce qu'il peut l'exercer vraiment? Est-ce qu'il a le temps de l'exercer? Est-ce qu'il a les informations nécessaires pour l'exercer? Il est question dans ces textes de supervision à tout moment. Qu'est-ce que ça veut dire à tout moment? Toutes les millisecondes, toutes les minutes, toutes les heures? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et enfin, comment assurer que l'intervention humaine est pertinente? On a tous en tête des systèmes où, en particulier dans le domaine aéronautique, où l'intervention humaine, finalement, s'est avérée catastrophique et qu'on aurait mieux fait de laisser le pilote automatique faire. D'accord ? Bien, donc, comment garantir que cette intervention humaine est pertinente? Donc, on sait démontrer tout un tas de choses sur les systèmes techniques, vérification, validation, certification. Sur l'humain, voilà, on ne peut pas garantir grand-chose, en particulier lorsque l'humain est perdu et focalisé, son attention est focalisée, quand il fait de la tunnalisation attentionnelle, quand il est en divagation intentionnelle, quand il devient un peu fou, etc., on ne garantit plus rien. Voilà. Bien. Alors, ensuite, cette notion de contrôle humain est très, très intéressante parce que là aussi, elle est extrêmement paradoxale. Donc, si on revient à la raison pour laquelle on veut automatiser les fonctions cognitives dans les machines. Alors, il y a tout un tas de raisons qui peuvent éventuellement se combiner les unes avec les autres. Donc, voilà un certain nombre de ces raisons. Donc, le problème que l'on traite n'est pas appréhendable humainement. Par exemple, il y a beaucoup de calculs à faire, beaucoup de données à explorer. Le problème est extrêmement combinatoire. Un problème de planification, par exemple, est très, très combinatoire. Donc, on préfère mettre en œuvre un calcul. Le contexte applicatif est dangereux ou hostile, le cas en particulier des robots dans le domaine militaire, par exemple.
L'automatisation est plus économique. Par exemple, le cas du drone, hein, il n'y a pas de pilote à bord, ni personne à bord. Eh bien, c'est plus économique parce qu'on n'a pas à mettre en œuvre les moyens de garantie, de safety nécessaires pour un être humain embarqué. L'automatisation est plus performante, entre guillemets, ça va plus vite, ça va plus loin, etc. Ça ne se fatigue pas. L'automatisation assure une permanence dans l'espace et dans le temps que ne peut pas assurer un être humain. Et puis, enfin, l'automatisation est jugée plus sûre et, entre autres, elle permet de pallier l'erreur humaine. Voilà des arguments pour automatiser les fonctions cognitives. Et puis, en face, eh bien, on dit, oui, d'accord, on a automatisé les fonctions cognitives pour ces raisons-là, mais on veut un contrôle humain. Donc, vous voyez que ça semble un petit peu paradoxal, tout ça. On automatise parce que l'humain n'est pas capable, etc., est moins sûr, etc. Et puis, en face, on veut un contrôle humain. Donc, c'est nettement paradoxal comme principe. Donc, j'ai essayé de résumer dans ce tableau-là, finalement, quelle est la part de la machine, de l'humain, et puis de l'interaction entre les deux. Donc, pourquoi on met en œuvre une machine, finalement? Pour les raisons qu'on vient de voir à la planche précédente, parce que, essentiellement, elle est complémentaire des capacités de l'être humain. Mais ce faisant, cette machine, avec les programmes embarqués, a des capacités limitées. Pourquoi? Parce que la machine est conçue et programmée pour répondre à un cahier des charges qui est extrêmement précis. Et donc, la machine fonctionnera dans le cadre de ce cahier des charges et pas au-delà. Par exemple, elle peut détecter, et ça c'est très intéressant, mettre en évidence des éléments que ne voit pas l'humain. D'accord ? En particulier dans le diagnostic médical, elle peut, les programmes peuvent mettre en évidence des défauts de cellules, etc., que peut ne pas voir l'humain. Y compris d'ailleurs des artefacts, c'est-à-dire des choses qui ne correspondent pas à des réalités. Donc, pour cette machine, il y a un certain nombre de questions à se poser, des questions qui sont à la fois éthiques et techniques. Quels sont les modèles d'interprétation que l'on met en œuvre dans ces machines, en particulier lorsqu'il s'agit de modéliser des données? Quelles sont les données, justement, que l'on utilise si on utilise des algorithmes d'apprentissage machine? Quelles sont les données d'entraînement de ces programmes? Comment ces données d'entraînement sont choisies, sont validées, etc. Comment on modélise l'incertitude? Donc ça reste un problème largement ouvert. Et enfin, comment on va distinguer, comment on va faire distinguer par la machine des situations qui sont, au sens humain du terme, proches les unes des autres, mais qui amèneront des décisions radicalement différentes. Est-ce qu'on est capable de programmer ça? Alors, au centre, nous avons l'humain. Donc, l'humain, voilà, on veut un contrôle humain. Voilà, c'est écrit partout. Pourquoi? Parce que l'humain a encore, à l'heure actuelle, on espère que ça va améliorer, des capacités d'invention, de jugement, etc. Mais quelles compétences on attend de cet humain qui va exercer le contrôle sur la machine? Donc, cet humain, il est capable de faire plein de choses. Il peut, s'il n'a pas tous les éléments, différer la décision. Il peut déléguer, au sens humain du terme, la décision à quelqu'un d'autre. Il peut demander des informations supplémentaires. Est-ce qu'il a, par contre, le savoir-faire si les conditions numériques sont dégradées? Par exemple, si le système ne marche plus ou marche moins bien, est-ce qu'on l'aura formé, cet humain, pour continuer à savoir faire même si le système est en condition dégradée? Par exemple, imaginons que nous ayons des véhicules à conduite automatisée de manière très répandue. Donc, en gros, on ne sait plus conduire, quoi. Enfin, voilà, je schématise. Si les programmes de la voiture tombent en panne, qu'est-ce qui se passe? Tout s'arrête, ou est-ce que l'humain va pouvoir continuer à prendre en main son véhicule? Est-ce qu'il saura toujours le faire? Est-ce qu'il aura un permis de conduire? Est-ce qu'il aura passé un permis de conduire? Voilà, qu'est-ce qu'on fera? D'ailleurs, on peut l'observer d'ores et déjà, les personnes qui disposent d'un smartphone et qui utilisent largement leur GPS
dans des villes, par exemple, qu'ils ne connaissent pas, on observe que ces personnes, bien si le GPS ne marche plus, sont complètement perdues, elles ne savent pas utiliser un plan en papier, par exemple, donc c'est assez drôle. Voilà. Et puis enfin, l'humain est faillible, bien sûr, donc il peut se tromper en particulier, il peut être soumis à tout un tas de biais cognitifs, qui vont faire qu'il ne va pas forcément prendre les bonnes décisions. Et troisième colonne, l'interaction entre les deux, on l'a déjà évoqué précédemment, la machine va influencer le raisonnement humain. Ça, c'est sûr, ça c'est une question classique de facteur humain. À partir du moment où l'humain a à sa disposition une machine, eh bien, le raisonnement humain va être influencé par les résultats fournis par la machine. Donc, c'est ce qu'on appelle les biais d'automatisation, c'est-à-dire que l'autonomie d'appréciation de l'humain va être altérée par le fait que la machine fournit des résultats. Deuxième point, on l'a déjà vu, comment garantir la pertinence de l'intervention humaine, en particulier lorsque l'humain a une appréciation contradictoire du résultat fourni par la machine. Donc, est-ce que cette appréciation contradictoire est effectivement la bonne ou est-ce que non? Voilà, et comment on fait pour garantir cette pertinence d'intervention humaine? Donc, finalement, la grosse question, c'est comment on qualifie le système humain-machine. Je n'irai pas jusqu'à dire comment on le certifie, mais comment on le vérifie, comment on le qualifie, ce système humain-machine, et comment on va fournir une certaine garantie que ce système humain-machine, dans tous les cas de figure, va fonctionner correctement. Ça, ce n'est pas du tout évident. Avant la conclusion, est-ce que vous avez des questions ou des remarques dessus? Moi, je me demandais peut-être, au niveau des biais d'automatisation, est-ce que vous pensez que c'est davantage une question d'éthique, au sens donc d'un point de vue moral, s'assurer que les données, par exemple, d'entraînement ne contiennent pas ou peu de biais, ou à l'inverse, une question de standard? C'est-à-dire… Alors, je dirais ni l'un ni l'autre, parce que ça, c'est les biais d'automatisation, c'est une question de facteur humain. C'est vraiment le fait que l'être humain, quand il est en situation de travail ou de vie ordinaire avec une machine, en fait, il va avoir tendance à faire confiance, entre guillemets, à ce que raconte la machine. Et donc, son autonomie d'appréciation va être dégradée, finalement. C'est-à-dire que son champ de réflexion va être altéré par ce que dit la machine. Et il ne va pas chercher ailleurs, finalement. C'est très classique dans le domaine militaire en particulier, dans le domaine de contrôle de systèmes sensibles, etc. Alain, Martin et Valérie, attendez une minute parce qu'il y a une question dans la salle et ensuite à votre tour. Vas-y. Donc, c'est un commentaire. Vous dites que l'humain est faillible. Oui. Et la machine, elle est conçue par l'humain, donc la machine, elle est aussi. La machine peut avoir des problèmes de sûreté de fonctionnement. Oui. La machine, elle est conçue par l'humain. Oui. Certainement, à un moment donné, il y a une possibilité d'un point qui n'est pas pris en compte. Donc, c'est une possibilité dans sa… Oui, bien sûr. Et puis, donc, pour l'interaction en machine, donc elle est indispensable. Donc, je ne sais pas si, c'est-à-dire, l'interaction, elle devrait être modulaire. À chaque niveau, donc, il y aura un spécialiste. Et si j'ai bien compris, c'est-à-dire, je ne sais pas si ça existe ou c'est comme ça, sûrement vous avez pensé à ça. Et l'humain a tendance à faire confiance à la machine, à l'automatisation, donc il réfléchit moins. Donc, fait confiance à la machine. Donc, toujours, il y a tendance c'est mieux d'avoir au moins 2 personnes, c'est-à-dire pour la décision. Donc, à chaque niveau, il y a toujours, c'est l'humain qui décide. La machine, elle est là pour soutenir les limites, pour venir combler les limites de l'humain.
mais pas décider à sa place. Donc, le dernier mot, normalement, on revient toujours à l'humain. Donc, on peut faire appel à la machine pour nous aider. La machine, elle est beaucoup plus, d'après ma compréhension, donc elle tient en compte plusieurs éléments que peut-être l'humain peut oublier de prendre en compte. Mais elle ne peut pas prendre la décision à sa place. Toujours est-il c'est-à-dire le dernier mot en fonction de la décision de la machine. Donc, l'humain va décider de la prendre ou de voir plus de données. Donc, je ne sais pas, c'est juste ce que j'ai pu avoir comme ce que j'ai ma compréhension des choses. Et je ne sais pas si c'est la logique que j'ai en tête. Donc, je ne sais pas si vous l'avez déjà pris en compte, ça existe ou c'est… Alors, c'est ce que j'essaie de critiquer, justement. Alors, la première chose que vous avez dite, c'est la machine est conçue par l'humain, donc elle peut avoir des défauts. Oui, c'est sûr. Donc, effectivement, la sûreté de fonctionnement est vraiment très importante et les processus de vérification, validation, certification, etc., doivent être d'autant plus sérieux pour vérifier que la machine fonctionne correctement. Voilà, donc ça c'est vraiment, on peut appeler ça d'ailleurs une exigence éthique, d'avoir un processus de certification, validation, certification, etc., extrêmement sérieux. C'est comme c'est comme si on a deux systèmes faillibles complémentaires, donc soit machine ou humain. Oui, mais on imagine que la machine, elle a des… Enfin, dès lors qu'on conçoit un objet technique, il y a quand même des processus d'expérimentation, de vérification formelle, de validation, de certification, etc., qui sont mis en place. L'humain, lui, on ne le certifie pas, lui, ça c'est sûr et certain. On le forme, ça oui, mais le certifier, ça c'est autre chose. Alors, en ce qui concerne l'interaction, alors je n'ai pas dit que l'humain doit avoir le dernier mot, parce que, alors je vais vous donner deux exemples que vous connaissez bien. Je vais vous donner l'exemple de l'accident du Germanwings. Je vous rappelle, c'est un pilote qui a décidé de précipiter son avion contre la planète parce qu'il voulait faire parler de lui, se suicider et faire parler de lui. D'accord ? Si le pilote automatique de l'avion avait été suffisamment conçu d'une façon à pouvoir reprendre la main sur des actions humaines qui manifestement n'étaient pas appropriées à ce moment-là du vol, tout le monde serait encore vivant. On est d'accord. Donc, il n'est pas… il est faux de dire que l'humain doit toujours avoir raison et toujours avoir le dernier mot. Ça, non. Oui. À l'inverse, l'atterrissage sur l'Hudson, de l'avion sur l'Hudson à New York, là, c'est l'inverse. C'est-à-dire, si on avait appliqué ce qui était marqué dans les manuels de bord ou si on avait laissé faire le pilote automatique, tout le monde était au tapis. Et c'est l'expertise du pilote, et d'ailleurs il a été en procès, c'est remarquable, il a été mis en procès pour ça, c'est l'expertise du pilote qui est complètement sortie de ce qui était prévu, qui a permis de faire amérir l'avion. Donc on a là deux cas complètement différents, où l'un, surtout il ne fallait pas laisser faire les automatismes, et dans l'autre, surtout il aurait fallu que les automatismes reprennent la main. Vous voyez les deux cas de figure. Puisqu'il ne reste que 20 minutes, je voudrais demander à tout le monde de garder les questions courtes et les réponses courtes aussi. Cette fois-ci, c'est Alan. Oui, merci. Je voudrais revenir sur la notion de biais d'automatisation. Donc, je comprends la notion de quand on a une machine qui nous donne certaines indications, par une sorte de paresse intellectuelle, on va moins aller au bout des choses et juste prendre en compte ça. Mais à l'inverse, si on se dit que l'humain ne doit pas être influencé par la machine, qui caricature un peu ce que c'est qu'un biais d'automatisation, alors la machine, quelque part, ne sert à rien. Dire, si mettons un juge qui doit décider une sentence ou décider, ou quelqu'un qui doit embaucher, doit être dans un processus d'embauche et utiliser un système de décision, ce serait fou de dire qu'il ne doit pas être influencé par ce système d'aide à la décision. Ben là, il y a une tension éthique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle aide et qu'est-ce qu'on appelle influence. Ce n'est pas la même chose.
C'est-à-dire que l'humain doit garder son jugement. Et ça, la différence entre aide et influence, elle est un peu floue. Hein. Voilà. Oui. OK. Mais pour tenir compte de ce qu'on vient de dire, de garder les réponses courtes, je vais en rester là. Mais je pense que une influence, si j'essaie d'y donner une notion technique, c'est que si le système n'était pas là, ou qu'il soit là, l'influence, c'est il y a un résultat. Il y a une modification par rapport à l'existence du système. Ah, bien sûr, oui. Alors maintenant, il faut savoir qualifier cette modification et en quoi le raisonnement de l'humain est altéré ou ne l'est pas d'ailleurs, ou est enrichi. Et ça, est-ce qu'on est capable de le qualifier? Je pense effectivement qu'il doit être enrichi. C'est ça qu'il faut. Et voilà, mais comment on le démontre ça? Ce n'est pas du tout évident. C'est vrai. Voilà. Martin, une question? Oui. Moi, j'ai une double question, mais je vais aller très vite quand même. D'abord, il y a peu de noms de chercheurs ou d'auteurs, d'autrices en IA ou en éthique de l'IA qui apparaissent. Et j'étais curieux de savoir s'il y a des gens qui vous inspirent particulièrement. Ça ressemble un peu à des choses que j'ai pu lire chez Ganassia. Là, Oui, avec Jean-Gabriel, on travaille quasiment tous les jours ensemble. Donc... voilà. Mais s'il y a d'autres noms, je veux bien les savoir. Et puis, une question plus précise. Si vous avez utilisé ChatGPT dont tout le monde parle ces temps-ci. Non, je ne l'ai pas utilisé. Je voulais savoir ce que vous pensez de la façon dont il est programmé, parce qu'il semble respecter quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, à savoir le fait de ne pas mélanger humain et intelligence artificielle. Il répète sans cesse je suis une intelligence artificielle pour éviter la confusion. Oui. Voilà, c'est la partie de ma question. Oui. Donc, ChatGPT, je ne l'ai pas utilisé pour la bonne raison que, en fait, OpenAI demande, quand vous demandez un compte, il demande une adresse mail, un numéro de téléphone et des tas d'informations à caractère personnel. Je dis, hop, je me suis arrêtée là. Donc, voilà. Donc, très bien. Et après, bon, il faut juste bien avoir en tête que, encore une fois, c'est un système basé sur l'apprentissage qui fait de la corrélation sur les suites de phrases les plus probables, les suites de mots les plus probables. Hein. Évidemment, ce programme, évidemment, enfin, ne comprend rien à ce qu'il écrit. Hein. D'accord. Et d'ailleurs, on peut le mettre en défaut assez simplement. Donc, il faut être très, très prudent. Alors, évidemment, ça fait un buzz pas possible parce que c'est rigolo, tout ça, mais après, il faut aller un peu plus loin que le caractère rigolo et puis faire un pas de côté en se disant est-ce qu'on a vraiment envie de se faire aider par ce genre de choses, sachant que y a des erreurs puisque c'est fondé sur ce qu'il y a sur Internet. Et ce qu'il y a sur Internet, il y a tout il y a de tout et de n'importe quoi. Alors, je sais bien qu'il y a du contrôle sur ChatGPT, mais quel contrôle exactement, comment c'est fait, voilà, c'est tout ça qu'il faut regarder. Et on peut le mettre en défaut assez facilement. Ouais. Soit dit en passant que le 16 février, ce sera Marc Bidan du LEMNA à Nantes qui va parler de ChatGPT. Jean Guiménier. Excuse-moi, Valérie, j'avais levé la main avant. Vas-y. S'il te plaît, je vais essayer d'être courte, quoi qu'il y a beaucoup à dire. Merci pour cette excellente présentation, cet exposé. D'abord, j'avais une remarque par rapport au biais d'automatisation. En fait, voilà, la définition date de 2006, puis ça m'interpelle parce que toute l'émergence de l'apprentissage profond, l'apprentissage machine, ça remonte plutôt à 2013, à partir de 2013. Et avant ça, on avait une autre forme les approches d'IA étaient beaucoup plus explicables. Donc, oui, on pourrait dire, OK, par rapport à ce biais-là, l'humain qui prend des décisions qui reposent sur l'IA, mais il y avait quand même une forme d'explicabilité de l'IA. Et de plus en plus, avec l'approche actuelle, justement, un des reproches, c'est que l'IA n'est pas suffisamment... c'est le problème de la boîte noire où on ne peut pas vraiment expliquer, en fait, les décisions qui sont prises par l'IA, pas toujours. Et j'ai même lu quelque part les programmeurs actuellement qui disent que, oui, avant, ils étaient capables d'expliquer leurs algorithmes, leurs programmes. Maintenant, en fait...
on va chercher des bouts de programme, on a des bibliothèques de code qu'on met ensemble, puis en fait, c'est de moins en moins possible, même pour les développeurs, d'expliquer ce qu'ils ont fait. Donc, je me demandais, en fait, est-ce que vous avez vu dans la littérature une évolution par rapport à ce biais-là, en fait, la définition de ce biais-là? Alors, de toute façon, quel que soit le système, même s'il est mal conçu, même si, etc., il influencera l'être humain. Ça c'est sûr et certain. Bon. Alors après, de toute façon, il est absolument hors de question de mettre en œuvre dans des systèmes dits critiques des programmes dont on ne sait pas très bien comment ils fonctionnent, ni très bien ce qu'ils font. Ce n'est pas envisageable. D'accord. On voit mal, je ne sais pas, mettre dans un avion un pilote automatique qui serait fondé sur un système dont on est incapable d'expliquer ce qu'il fait. Moi, je ne monte pas dans un avion comme ça, hein. Ça c'est sûr. D'accord. Donc, effectivement, là, je ne dis pas que c'est une impasse, hein, l'apprentissage machine, mais un peu quand même, hein, un peu quand même. C'est-à-dire, pour des systèmes non critiques, disons, bon, pourquoi pas, pour des systèmes qui le sont un peu plus, y compris en diagnostic médical. Il va falloir que les professions médicales, les professionnels de santé soient extrêmement attentifs. Le comité d'éthique du numérique et le CCNE, donc français, viennent de rendre un avis sur le diagnostic médical IA, en préconisant d'être extrêmement attentifs donc, sur ces systèmes-là. D'accord ? Oui. Et en fait, ça rejoint un peu ce que vous disiez un peu plus tôt dans votre présentation. On entend de plus en plus des gens qui vont dire qu'en fait, si un système BIA n'est pas, dans le fond, basé sur l'apprentissage machine, s'il n'est pas capable d'apprendre tout seul, alors ce n'est pas de l'IA. Donc, on est quand même, il y en a qui sont en train de revoir même le fondement de ce que c'est que l'intelligence artificielle et de mettre de côté, en fait, toutes les approches qui sont basées également sur d'autres formes d'intelligence artificielle impliquant notamment de la modélisation de connaissances. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que je rejoins Luc Stills, hein, arrêtons de parler d'intelligence artificielle et regardons précisément quelles techniques on utilise, ce que ça fait, ce que c'est capable de faire, etc. C'est-à-dire que la bonne vieille modélisation en logique avec des modèles à base de connaissances, etc., ça avait quand même des intérêts. Donc, pourquoi on a abandonné ça ? Parce que tout simplement, il y a beaucoup de données maintenant qui sont disponibles et on arrive à faire des choses à partir de ces données qui sont intéressantes, certes, mais qui ont des limites aussi. Donc, il faut certainement revenir un peu en arrière et se dire que finalement, modéliser des connaissances, avoir des modèles physiques, etc., c'est quand même intéressant. Jean-Guy. Oui, merci beaucoup pour la présentation très stimulante. Je me sens dans une position délicate de ne pas savoir quelle question poser, puis vous allez comprendre pourquoi. Dans la préparation de tout projet informatique, il y a la définition des fonctions mathématiques qu'on doit construire et vous avez insisté que l'IA était avant tout un projet de type mathématique et il y a tous les algorithmes qu'il faut. Mais tant que c'est cette structure mathématique, ces algorithmes et leur implémentation dans une machine physique, n'est pas traduite dans une structure conceptuelle, dans un discours conceptuel qui va le décrire, on ne comprend rien. Et ce que vous mettez en évidence, et ce que je trouvais ça intéressant, c'est que c'est la problématique du discours par rapport à l'intelligence artificielle qui pose des problèmes. Ce n'est pas l'algorithme. L'algorithme de la moyenne, l'algorithme de l'écart-type va toujours donner le résultat, si l'algorithme est bien fait, du résultat de la moyenne. Puis on va s'en apercevoir vite que ça ne fonctionne pas s'il y a une erreur dans l'algorithme. Le problème auquel on est confronté, c'est que pour toute structure d'intelligence artificielle ou d'algorithme mathématique, il faut un discours de traduction dans lequel on va parler de la machine, dans lequel on va parler de la décision. Il est impossible, si on reste très proche de l'algorithme ou de la fonction mathématique, par exemple du pendule, on va dire, oui, il y a un R, il y a un V, il y a un G, il y a une tige, il y a une boule ou quelque chose comme ça, mais immédiatement et très rapidement, il faut passer à d'autres niveaux de discours.
où il va y avoir des abstractions, où il va y avoir de l'utilisation du vocabulaire de la vie courante. On va parler de la décision et je trouve ça intéressant parce que c'est rare qu'on entend ce discours-là. Oui, on dit que la machine décide, mais dans l'utilisation du mot, il y a un domaine qui est à appliquer, utilisé par les informaticiens, puis il y a l'usage de ce même mot dans la communauté générale, la communauté épistémique sociale que l'on connaît. Alors, je trouve ça intéressant de voir que ce que vous mettez en évidence, c'est ce discours. C'est ce type de discours avec le vocabulaire qui le soutient et tous les paradoxes que c'est ce dédoublement des discours. Alors, en ce sens-là, je n'ai pas de question. Ou si j'ai une question, c'est comment la communauté épistémique des informaticiens est capable de rentrer dans l'analyse du discours ordinaire et de voir où apparaissent les tensions. Est-ce que vous avez l'occasion de discuter à ce niveau-là entre ces deux communautés? Vous avez une approche un petit peu philosophique, linguistique, terminologique, par rapport au discours sur l'intelligence artificielle. Je trouve ça très intéressant, mais en même temps, est-ce que vous êtes vous-même en situation de tension par rapport à cette communauté-là? Oui, bien sûr, bien sûr. Étant moi-même membre de cette communauté, bien sûr. Et j'essaie de convaincre des collègues d'adapter le discours, de réfléchir au discours. Et d'ailleurs, c'est assez amusant. Il y a quelques temps, j'ai assisté à un grand événement à Paris là, où il y avait plein d'entreprises qui vendaient des choses relatives à l'intelligence artificielle. J'ai assisté à des conférences qui étaient en français, hein, je précise. Il y a des conférences que je ne comprenais pas. C'est-à-dire que le vocabulaire était tellement à base de mots bizarres, de buzzwords, etc., que je ne comprenais pas de quoi il retournait, alors qu'il parlait d'un domaine que, a priori, je connais un peu. Donc, effectivement, vous avez totalement raison. Il faut arrêter d'utiliser des mots à double signification, à double acception, des mots qui ne veulent rien dire, qui sont vendeurs et derrière, il n'y a rien du tout, et être extrêmement précis lorsqu'on parle de ces objets sur quelles sont les techniques employées, quelles sont les situations dans lesquelles on les emploie, quelles sont les limites, etc. Et être très précis et très franc là-dessus et ne pas vendre n'importe quoi. Bien, merci. C'est vraiment une exigence éthique du scientifique hein, que de faire ça, et des informaticiens en particulier. Ce que je ferais peut-être rajouter, c'est que ce que la recherche montre sur ce travail de discours sur l'intelligence artificielle, c'est que c'est vrai dans toutes les disciplines, même le chimiste, le psychologue, va à un moment donné laisser tomber tout le langage technique et doit, à cause des absences dans la machine elle-même, mathématique, doit pouvoir faire un discours où il va emprunter du vocabulaire de la vie courante, du vocabulaire ordinaire. Et c'est là que ça va jouer. C'est ce passage-là. Voilà. Une décision statistique par rapport à une décision humaine. Tout à fait. Et en précisant bien que les mots n'ont pas le même sens, même si on les utilise, etc. Et il faut vraiment... Enfin, moi, je le vois avec le terme autonome, c'est catastrophique, y compris dans certaines enceintes internationales. Les gens ne savent pas de quoi ils parlent, quoi. Ils racontent n'importe quoi. Alors que ce sont des gens qui sont rassemblés pour prendre des décisions importantes au niveau international. Donc, c'est vraiment extrêmement regrettable. Merci, Alison. Oui, bonjour. Merci pour votre présentation. C'était très intéressant. Je suis entièrement d'accord avec vous sur l'importance de spécifier la particularité de la notion d'éthique et de la notion de réflexion derrière tout ça. Nous, c'est le travail qu'on fait beaucoup en éthique appliquée, faire cette distinction-là. Vous montrez très bien les limites de la déclaration de grands principes là, pour justement vraiment s'assurer après ça qu'on va avoir une IA éthique, ce qui ne fait pas de sens, effectivement. On peut jamais garantir quelque chose comme ça. Vous montrez bien les dilemmes auxquels on fait face en utilisant tous ces principes-là. Qu'est-ce que vous suggérez
pour remplacer ça ou pour être plus... parce qu'il faut quand même s'assurer à un moment donné qu'on soit capable de mettre en place certaines balises ou qu'on soit capable justement de penser ces dilemmes-là. Qu'est-ce que vous suggérez? Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller à la conclusion, parce que je crois que vous aurez la réponse à votre question. Voilà. Donc, justement, je vais résumer ce que je viens de dire et justement, on va passer sur ce qui convient d'être préconisé. Donc, les textes internationaux et tous laissent penser la fameuse intelligence artificielle éthique est possible. Donc, outre que cette expression n'a pas de sens, on l'a vu, l'éthique ne se traduit pas par des grilles, des conformités, des labels et des certificats. Pourquoi? Parce que la première chose, c'est que l'éthique n'est pas... Oui, donc je disais, l'éthique ne se traduit pas par des conformités, des grilles, des labels, des certificats. Et il faut faire attention, il y a plein d'entreprises qui vendent maintenant des labels de conformité, de l'IA éthique, enfin c'est ahurissant, quoi. Bon, bref. Donc la première chose, c'est que l'éthique ne se traduit pas par ce genre de choses. Tous les critères énoncés par les textes ne peuvent pas être satisfaits à la fois. On l'a vu, il y a des tensions entre ces critères. Et puis, en plus, les textes ne disent pas comment, en pratique, d'un point de vue technique, on interprète ces critères. Ça veut dire quoi, un système transparent, par exemple? Voilà, on dit que ça doit être transparent dans le texte. Oui, d'accord, mais ça veut dire quoi? Bon. Alors, encore une fois, l'éthique, c'est un processus continu de réflexion. Et c'est justement la tension entre les valeurs, les principes, les critères, etc., qui va fonder cette réflexion. Bien, alors plutôt, donc c'est peut-être la réponse à la question d'Alison. Alors, plusieurs choses. D'abord, avoir un raisonnement déontologique, c'est-à-dire questionner les raisons d'être. Finalement, au nom de quoi on veut faire un tel système? Est-ce qu'il y a des besoins? Et si oui, questionnons ces besoins. Alors, je vais donner un exemple. Il y a un projet européen qui a démarré il y a un peu plus d'1 an maintenant, sur des robots abeilles. D'accord? Des robots qui, dans la ruche, vont remplacer les abeilles ouvrières qui s'occupent de la reine. Et la raison invoquée, c'est qu'il y a moins d'abeilles, donc voilà, il va falloir remplacer ces abeilles et on propose de les remplacer par des robots. Très bien. Il n'y a aucun questionnement éthique lié à ce projet. D'accord? Alors que on voit tout de suite que ça pose quand même quelques questions d'introduire des robots dans une ruche, au sein de la ruche. Bien. Donc, questionner les besoins, les raisons d'être et au nom de quoi on veut faire quelque chose, et questionner au nom de quoi, c'est-à-dire les motivations qui sont affichées, est-ce que ce sont les bonnes et est-ce qu'elles sont justifiées? Je reprends l'exemple du véhicule à conduite automatisée. Si on regarde les motivations du véhicule à conduite automatisée, il n'y en a qu'une qui tient la route, sans mauvais jeu de mots, c'est la motivation économique. Les autres, elles ne sont absolument pas avérées. Par exemple, la sécurité routière, ça n'est pas avéré, l'équité sociale, ça n'est pas avéré, l'impact environnemental, ça n'est pas avéré, etc. Donc, la première chose, raisonnement déontologique, donc se questionner au nom de quoi on va faire quelque chose, quelles sont les valeurs qu'on veut promouvoir avec ce système-là, quels sont les véritables besoins, etc. Deuxièmement, raisonnement conséquentialiste, donc réfléchir aux impacts potentiels. C'est-à-dire, si on fait ce système, quels vont être les changements relativement à la condition humaine, à la société, etc., à l'environnement. Ensuite, d'un point de vue plus technique, se questionner, alors ça c'est au niveau des développeurs, des programmeurs, etc., sur les choix qui sont faits dans les algorithmes. Et ça, c'est rarement fait par les scientifiques. C'est-à-dire, les scientifiques, ils ont des habitudes. Je prends l'architecture parce que j'ai l'habitude de l'utiliser. Je fixe le paramètre à 0,8 parce que ça me semble bien, le seuil, pareil. Bon. Questionnons ces choix. Pourquoi ces choix et pas d'autres? Et en faisant ces choix, quelle influence ça a sur le comportement de l'algorithme et du programme? Donc, la grosse préconisation, c'est d'accompagner systématiquement une recherche, un projet d'une véritable réflexion éthique. Et ça, de manière continue. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pas simplement au début et puis après, on laisse tomber. Non, au fur et à mesure de l'évolution du projet, on continue à se questionner.
Et puis imposer, alors ça commence à venir un petit peu, mais imposer une discussion éthique dans les articles scientifiques. Maintenant, il y a certaines conférences ou branches de conférences qui imposent un paragraphe avec une discussion éthique dans les articles scientifiques. Donc, où il convient de se poser des questions sur ce qu'on a fait. Voilà. Donc, j'en ai terminé. Donc, je vous mets ici quelques-unes des productions que nous avons faites en France. Donc, en vert, des choses qui étaient antérieures au comité pilote d'éthique du numérique. Et puis, donc les travaux du comité. Donc, vous voyez sur le véhicule autonome. On a laissé ce titre parce que la saisine du Premier ministre, c'était celle-là. Donc, on ne pouvait pas changer le titre. Mais voilà, la première recommandation, c'est de ne pas utiliser ce vocable. Un avis sur les enjeux conversationnels et un avis donc, qui vient de sortir là, il y a la semaine dernière sur diagnostic médical et intelligence artificielle. Et puis un ouvrage dont je pense qui était déjà signalé dans l'annonce de la conférence. Voilà, j'en ai terminé. Si vous avez d'autres questions. Merci énormément à Catherine Tessier. C'était un séminaire pertinent à tout ce que nous, à faire réfléchir sur les choses qui sont à réfléchir de nos jours. Merci beaucoup pour ces retours très positifs.